Eh oui, au 01 43 71 89 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste et Orbi, comme Orbi, Urbi d'ailleurs, pardon, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 14h. On est bien sûr Onde de choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, avec bien sûr à la technique depuis tant et tant d'années Monique. Bonjour Monique, c'est un plaisir de vous avoir fidèlement encore une fois. Je ne dirai rien qui puisse vous blesser aujourd'hui, je vous le promets. Ça m'étonnerait. Oui, bonjour. Moi aussi, ça en fait que commencer Monique. Alors aujourd'hui, mademoiselle Odile Cohen-Abbas, vous êtes une habituée maintenant. Tout à fait. Et miraculeusement, vous avez trouvé l'adresse. Parce qu'il faut raconter un peu la légende. Généralement, vous allez rue Amelot directement. C'est quelque chose d'acquis. Là, nous remercions Frédéric Tison qui vous a jugulé. Vous l'avez jugulé ? Oui, on s'est donné rendez-vous et du coup, j'ai guidé ses pas. Et Marc Cobert qui a été très bien, puisqu'il est venu il y a 18 ans, je crois. Et j'ai retrouvé l'adresse tout seul. Au flair, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Avant qu'on commence, on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler du désir libertaire, revue qui est apparue de quelle année en quelle année, Marc Cobert ? Les questions commencent 73 à 75. 75. Et une deuxième série jusqu'aux années 80. Revue fulgurante ? Une revue de choc, une revue fracassante. Fracassante. Oui, parce que c'est le surréalisme arabe intégralement présent et en action, alors que il n'existe nulle part ailleurs, sauf avec Georges Hénin et le groupe Art et Liberté, mais qui n'était pas un groupe à strictement parler surréaliste. Voilà. Oui, et ça intervient donc 73-75 et après vers les années 80, c'est ça ? Oui, ça continue. Ça serait intéressant de voir. Bon, alors on va dire, c'était surtout animé par Abdul Kader Al-Janabi, avec qui moi j'ai eu des propos un peu tendu à une certaine époque de mon existence, et je regrette d'ailleurs de ne pas le voir aujourd'hui au micro, simplement pour voir comment on aurait pu actualiser actuellement et ce qu'il pensait un peu de la situation par rapport à tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années par rapport à certaines choses. Voilà, et on va y revenir sur ce qui a peut-être été son erreur et peut-être mon erreur, pourquoi pas. Nous sommes très dialectiques sur Radio Libertaire 89.4. Et puis, monsieur Frédéric Tison, alors vous... on y reviendra aussi. Je peux dire ce que vous avez fait au mois d'août, si je ne m'abuse. Vous avez non pas abusé d'une jeune fille bien sous tout rapport au micro de Radio Libertaire, mais on a parlé de votre livre Selon Silène, c'est ça ? Absolument, c'était au mois de juillet. C'est au mois de juillet, c'est bien de vous souvenir de vos... Le 2 juillet. C'est encore mieux. Alors là, voilà. Donc c'était... Voilà, mais c'était une date très... historique, là. Voilà, une date historique. Non, on va dire la vérité. On a fait circuler des photos de Silène et de Satyre aux membres terrifiants aux yeux d'une jeune fille bien sous tout rapport. Oui, mais bon. D'accord. Pour votre livre Selon Silène, à l'Harmattan ? À l'Harmattan. Je sais que vous fréquentez beaucoup les bars et je m'inquiète énormément pour votre mémoire. Est-ce que vous avez souvenance d'un livre que je vous avais demandé de rechercher à l'époque et que c'était un crime de ne pas l'avoir fait sur un tel sujet ? Rémi de Gourmont, le Satyre, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé quelques bribes sur Internet. C'est bon. Mais je n'ai pas trouvé... Oui, il y a des CD sous forme de dialogue. Lettres à un Satyre. Lettres à un Satyre. Oui, c'est magnifique, non ? C'est tout à fait intéressant, mais je n'ai pas pu le lire en entier parce qu'il n'est plus du tout... Il n'est pas réédité. Ça n'a pas été réédité. Donc on peut en trouver des fragments sur Internet, simplement. Alors, avant qu'on commence, et Monique est... je dirais non, rien de mal, Monique, rien de mal. Mea culpa, nous avons fait une émission la semaine dernière avec Claude Brabant et nous avons lu à 3 voix un texte magnifique d'un dénommé Georges Ecoub. Et dans le numéro 22, je crois, de la revue Empreinte, effectivement, Claude Brabant avait rendu un hommage à Georges Ecoub et on a été infoutus de dire exactement qui c'était. Des gens ont téléphoné parce que ce texte qui s'appelle Le démoniaque, je crois, est absolument superbe. Et avant qu'on commence avec Les hommes sans épaules et puis Voronka et Le désir libertaire, je vais quand même vous dire qui est Georges Ecoub. Comme ça, Marc Cobert, vous aurez au moins appris quelque chose dans l'année. Georges Ecoub est un écrivain flamand.
de langue française qui naît à Anvers en 1854, est issu d'une famille de petits commerçants. Sa mère tient une mercerie et sa grand-mère une boutique de cigares. Son père, qui est clerc de notaire, meurt lorsqu'il a 6 ans et 11 ans, il perd sa mère. C'est son oncle qui devient alors son tuteur. Comme il est beaucoup plus riche que ne l'étaient ses parents, il a inscrit Yacoub dans un collège en Suisse où se trouvent déjà ses propres enfants. Yacoub va y poursuivre ses études jusqu'au moment où l'oncle meurt à son tour. N'étant pas encore majeur, car il est alors âgé de 19 ans, Yacoub est obligé de retourner en Belgique où il se décide à entrer à l'école militaire. Cependant, au bout de 6 mois, il est renvoyé de l'école, probablement à cause de son homosexualité. Bon, c'est un péché. Puis Yacoub se fait engager comme correcteur dans un journal. Il commence à écrire des articles. Il publie à compte d'auteur son premier recueil de vers en 1877. Il est ensuite rédacteur d'un quotidien, l'Étoile belge, à partir de 1880, date à laquelle il vient de s'installer à Bruxelles. Il participe alors activement à la revue Jeune Belgique et il fait paraître son premier roman. Scène de la vie de Polder en 1883. Son recueil de nouvelles, Kermesse, et son roman La Nouvelle Carthage sont édités à Bruxelles par Henri Hubert Kiernsmakers, qui fut l'éditeur des Proscrits de la Commune et l'un des premiers éditeurs des écrivains naturalistes. En 1895, il quitte la Jeune Belgique pour entrer au Coq Rouge, qui est une revue anarchiste. C'est 4 ans plus tôt, en 1891, qu'il fait la rencontre de Sander Pierron, un jeune ouvrier typographe qu'il va engager comme secrétaire. Leur relation amoureuse va durer pendant de nombreuses années. Ils échangent une correspondance de plus de 250 lettres qui seront publiées pour la première fois par Mirande Lucien en 1893 sous le titre « Mon bien-aimé petit Sanders ». Georges Yacoub a été le premier écrivain belge à traiter ouvertement de l'homosexualité en 1899. Son roman « Escale Vigor » lui a valu un procès aux assises de Bruges, mais il fut acquitté contrairement à Oscar Wilde qui avait été condamné 5 ans plus tôt en Angleterre à 2 ans de travaux forcés. Certes, Yacoub n'est pas un écrivain totalement oublié, cependant une grande partie de ses romans et de ses nouvelles n'ont pas été réédités depuis l'année de leur première publication. Les seuls livres Yacoub accessibles aujourd'hui sont La Nouvelle Carthage, publiée en 82 aux éditions Slackline, et Escale Vigor, publié aux éditions Ombre 99, et Les Libertins d'Anvers, c'est un beau titre, Les Libertins d'Anvers, en 2009 aux éditions belges Aden, avec une préface de Raoul Van Hagen. Et c'est absolument super. Ça vous dit rien, non? Ben voilà, c'est le type. Oui, non, sa vie est intéressante. Intéressante, et voilà. Et son œuvre. Voilà, on connaît Oscar Wilde pour ses problèmes judiciaires, mais Yacoub absolument pas. Et c'est absolument super. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé puisque Christophe Dauphin n'est pas là, puis on l'embrasse, voilà. On l'embrasse. Moi, j'ai de ses nouvelles, il est au Carrefour, il a un rond-point avec des gilets jaunes en train de vendre le numéro, voilà, des hommes sans épaules. Voilà, à la criée, comme ça, numéro 46. Alors, ce numéro-là, vous l'avez un peu lu quand même, là, il est quand même très politique, non ? Quand même très politique, parce qu'il y a quand même Franck Etienne, qui est quand même un poète haïtien, Rabal, qui n'est pas n'importe qui au niveau des relations qu'il a eues avec le franquisme, Voronka, on ne peut pas exclure Voronka de l'histoire de la Roumanie, quand même, et puis, fin de compte, le désir libertaire, puisqu'on va ouvrir une grande page, Marc Cobert, sur le désir libertaire. Vous y allez, là ? Ça a été republié, donc c'est réédité, c'est ça ? Alors, c'est pas une réédition, c'est pas un facsimilé, mais c'est un choix, c'est une anthologie de dessins, de fragments de revues, de poèmes, surtout de poèmes. En fait, il y a énormément de poèmes parce que le poème est central, quoi, dans cette révolte, quoi, du désir libertaire. Alors, oui, ce qui est étonnant, c'est j'étais en train de réfléchir. Lui n'est pas allé aux assises, n'a pas été condamné, etc. Mais il était assez malin parce qu'il utilisait des stencils, de la Ronéo, et donc ses revues, ses textes étaient même envoyés à des écrivains arabes, peut-être à des hommes politiques, ça je sais pas, mais elle était diffusée sans qu'il y ait d'imprimeur, sans qu'on puisse retracer facilement. Mais ça vient aussi d'une époque où on peut le faire. Et voilà, peut-être. Ça intervient c'était les années 70, 73, 75. 70. Voilà, c'est-à-dire que Paris regorge de librairies, regorge de publications, marginales. Et il est en plein dans ce qu'on appelle le situationnisme, en plein dans la Beat Generation, dans ce qui reste du surréalisme, donc l'époque est très favorable. Oui, il utilise les kiosques du boulevard Saint-Michel, par exemple,
bon, il a pas eu de problème, mais il a vécu un peu difficilement, quoi, d'expédients. Enfin, économiquement, c'était pas simple, quoi. Du coup, mais il fallait quand même financer cette activité, parce que Désir Libertaire, c'est quand même matériellement, c'est quelque chose, c'est des exemplaires. Ils sont 4 au départ, on peut dire qu'ils sont 4. Voilà, et les 4 principaux, il a réuni, il les appelait les 4 cavaliers. Alors, il y a Marwan Dib, Abdul-Qadir al-Janabi qui est irakien. Voilà. Il y a Marwan Dib, il y a Ghazi Younes et Ali Fenjan plutôt, et puis j'en ai peut-être oublié un, je sais pas. Non. Donc il y a un Tunisien, un Libanais, un Algérien, voilà. Mais c'est d'abord le milieu des Irakiens à Paris qui se retrouvent dans des cafés à Saint-Michel. Farid Laribi, voilà. Algérie. Ouais. Algérie, bien sûr, voilà. Et puis ça s'étend à d'autres Arabes qui sont à Paris, mais aussi, comme ceux que tu as cités, Van Heygem, des situationnistes, un situationniste qui s'appelle Kayati, et voilà, qui soit de... Donc ils ont une vie très précaire dans Paris. Oui, voilà, c'est ça. Puisque même avant, lui, il a une vie très précaire à Londres. À Londres. Donc il y a un livre absolument, c'est pas un roman, c'est sa vie, mais c'est un vrai roman picaresque, c'est Horizon Vertical, paru chez Actes Sud, et pas réédité, mais encore... on peut le trouver, c'est extraordinaire, quoi. Ça appartient à une tradition de la littérature, c'est-à-dire celui qui vient à Paris, qui vient à Londres et qui va errer. Il y a un côté d'errance chez Janabi, comme il y a eu chez Razi Younes, parce que je vais vous faire une confidence, ma chère Odile, c'est marqué dans le livre, là, réédité aux éditions... quelle réédité où ça ? C'est l'édition de La Symétrie. La Symétrie. Razi Younes tenait un sex shop rue de la Gaîté, il avait 25 ans, et qui a pris la relais de Razi Younes lorsque Razi est parti? C'est moi, je tiens à vous le dire, ma chère Monique, j'ai vendu au sex shop dans la succession de Razi Younes. Hein, bon, non, je tenais à vous le dire, si jamais vous réécrivez on ne connaissait pas ce détail. Mais je tiens à vous le dire, c'était absolument fondamental, fondamental, et c'était vraiment des gens qui avaient une existence, et Razi vivait à côté, rue Parmentier, dans un petit, dans un local extrêmement précaire. Et c'est une parenthèse très très marrante, parce qu'on revient sur le sujet, je vous promets après, mais ça dit un peu ce que c'était. Razi vivait dans ce local très très précaire, et un jour il y a 3 jeunes filles qui arrivent, et elles étaient en fugue. Et il les trouve sur son palier, et Razi les a hébergées. Et le lendemain matin, les flics sont venus, alors qu'il n'avait absolument pas, elles étaient mineures, il a été emmerdé parce qu'il était libanais. Donc c'est une toute autre époque, on vit dans une toute autre époque des relations humaines. Hein. Ce qui est très intéressant dans ce désir libertaire, c'est qu'ils ont été très 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 loin. Aussi bien par rapport à la religion. Vous l'avez lu, Oui, beaucoup. Allez-y. J'ai énormément d'estime pour Janabi, énormément. Je trouve que c'est un poète de la dignité. Vous dites, oui, une vie un peu d'errance, mais en même temps avec une détermination profonde, une conviction comme s'il était guidé par une lumière, contre tout défaitisme, tout pessimisme. Il y a quelque chose qui le porte, où il abdique jamais sa volonté justement de poète et sa foi dans l'avenir. C'est cette foi dans l'avenir qui me touche énormément chez Janabi. Et encore aujourd'hui, on sent que même s'il n'est pas présent, même si on ne sait pas à travers ses écrits, mais que là, derrière cette porte qu'il est, immédiatement, on a accès à la lumière. On a accès à quelque chose qui nous guide, qui nous emporte. Et cette volonté tellement positive contre d'autres qui sont justement plus dans des ébranchements de douleur. On a l'impression que cette douleur, finalement, va être tellement comble qu'elle recouvrira le monde. Lui, jamais, il ne cède. Il ne cède à sa douleur, à sa souffrance, aux difficultés qu'il a connues dans le domaine politique, affectif, etc. etc. Et je trouve qu'il a une espèce de sensualité, de sensualisme qui englobe tout le monde, toute la vie, la poésie lui-même, que je trouve, moi je salue ça profondément. Beaucoup d'estime pour lui, beaucoup d'estime. Et cette façon, là j'anticipe sans doute, mais d'apporter au surréalisme quelque chose, ces poètes arabes, de leur propre cru. Ce ne sont pas des imitateurs. Ils vont vraiment apporter quelque chose qui n'est... Oui, il faut expliquer. On va expliquer parce que moi, ma rupture, j'ai pas de rupture. J'ai rupture avec des personnes, avec personne, ça m'intéresse pas. On a échangé des mots un peu difficiles à un moment donné. C'est sûrement ce qu'on appelle des querelles d'ivrogne, d'un côté comme de l'autre. Parce que Janabi tirait dur sur la bouteille, et puis d'autres que je connais aussi, c'était pas mal. Et moi, où j'ai fait l'erreur, c'est de penser qu'il y avait un balbutiement du surréalisme. C'est-à-dire, ils étaient avec des jeux surréalistes, des attitudes surréalistes, etc. Première. Où j'ai fait l'erreur, c'est de ne pas comprendre qu'ils arrivaient des pays arabes, que c'était un drôle de travail, et que, surtout, à relire cette réédition des Désirs libertaires, il y a vraiment une poésie derrière.
C'est-à-dire ils ne concèdent pas et ils vont très loin par rapport au présent, mais aussi par rapport au futur. Parce que lorsqu'on écrit, et ça va chercher loin, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé le voir, pour savoir, et ça vous allez peut-être me répondre, vous le voyez de temps en temps, Jérémy ? Oui. Lui demander quelle position il a à présent par rapport à certains événements, ce serait intéressant de le faire. Parce que lorsqu'on écrit et dans le manifeste de 75, on peut lire « Nous crachons sur la patrie arabe, jusqu'à la noyer dans la fumée de la mort, non seulement parce que nous combattons l'idée de sa patrie, mais aussi parce que l'affirmation d'une patrie est une insulte à l'universalité de l'homme. Ou encore, nous ferons exploser les mosquées et les rues par le scandale du retour du sexe au corps qui s'enflamme dans chaque rencontre jusqu'à la secrète. » Je ne sais pas, écrit en 75, est-ce que quelqu'un pourrait encore écrire ça aujourd'hui ? Non. Oui, je voulais le citer là aussi. Non, oui. Je voulais citer ces ils ont été vraiment drôles. Ce qu'on pourrait appeler le terme du blasphème. Quand il y avait c'est une prise de risque énorme, mais par rapport à l'extérieur, mais par rapport à soi-même aussi. Parce que ce qu'il faut voir, ce qu'il a expliqué, c'est que le surréalisme arabe n'a pas pris avec les Georgéens. Enfin, il faut dire peut-être en deux mots qu'il y a eu des précurseurs donc, dans les années... La part du sable, 30, voilà, socialisme et... Enfin, la part du sable, c'est en 47, mais il y a d'abord Art et Liberté, qui se greffe directement sur les positions de Breton avec la FIARI, avec Trotsky et Diego Rivera, disant pour un art indépendant. Donc c'est un mouvement, mais qui brasse assez large, où le surréalisme est... Par contre, Georges Hénin, lui, très précisément, a pris contact avec Breton en 35. Mais il est sur des positions très politiques. Ce qui l'intéresse dans le surréalisme, c'est ces positions politiques qui sont en 1935, voilà ce qu'elles sont, c'est-à-dire on sort complètement de toute tentative d'alliance avec le PCF ou avec l'Union soviétique, mais on maintient au contraire des idées révolutionnaires, mais en dehors d'un parti, voilà. Et enfin, pour aller très vite. Mais oui, il y a la part du sable, il y a énormément de références à André Breton au surréalisme. Il y a une activité surréaliste en Égypte, mais elle est le fait de ces personnages qui ne sont pas des Arabes musulmans, qui sont des Arabes chrétiens. Et du coup, ça affaiblit leur position. On dit oui, bien sûr, puisque ce sont des chrétiens, ça dévalorise totalement. Enfin, il faut se resituer dans le monde arabe. Déjà, être communiste, c'est une insulte, pas possible. Bon, vous allez directement en prison, c'est interdit, mais c'est aussi impensable, quoi. Les positions athées ou anti-religieuses sont impossibles à tenir, quoi. Ils s'affirment comme athées. Et alors quand on dit, quand ça vient de chrétiens, c'est facile de dire, voilà, ce sont des chrétiens, donc c'est normal qu'ils sont contre l'islam. Mais là, ça vient de vrais musulmans, c'est-à-dire que Janabi vient d'un milieu arabe musulman, il n'a rien de chrétien. Bon, parmi ceux qu'on a cités, certains sont chrétiens, mais globalement, on ne peut plus leur faire ce reproche-là. Et eux, ils peuvent cibler, parce qu'ils ciblent de Paris, de ce qu'ils appellent Arabie-sur-Seine, donc une sorte d'espace utopique, libertaire, ils peuvent cibler la patrie arabe en disant nous voulons détruire la patrie arabe. D'accord. Et brûler l'islam. D'accord. Marc Cobert, moi on ne peut pas y échapper parce que c'est aussi dans le livre, etc. Et puis Odile est là, je sais qu'elle s'intéresse énormément au sujet, là. Et je vais employer un terme extrêmement diplomatique. Leur position par rapport aux Juifs, on va en prendre là, est extrêmement sympathique. Oui, c'est-à-dire que j'emploie ce terme exprès, sympathique. Leur premier numéro, c'est sympathique et propose une réelle solution. Même, et c'est une ouverture formidable, quoi. C'est-à-dire ne pas prendre parti contre Israël et ne pas prendre parti ni pour non plus les Palestiniens, mais dire il faut contourner ou contourner les gouvernements. C'est de peuple à peuple et non pas d'État à État. Voilà, et de peuple au sens où ils reprennent le concept des conseils ouvriers. Ils disent ça doit partir des ouvriers. Ils partent de l'idée de l'internationale ouvrière. Il faut une fraternité entre travailleurs, entre guillemets, ouvriers israéliens et palestiniens, prendre conscience qu'ils sont tous les deux victimes de leur gouvernement, de leurs dirigeants, et que c'est eux qui construisent cette guerre à leur avantage et qui favorisent l'industrie d'armement et la guerre.
il faut sortir de cette impasse par la base, quoi, et subvertir le... Alors je vais prendre un autre terme, c'est une position extrêmement fraternelle. Oui, et puis ça passe par des alliances poétiques aussi, parce que, par exemple, Janabi va rencontrer Romy Somek, enfin, un poète israélien, ils vont publier un recueil en commun. C'est impensable à l'époque où il le fait, et à l'époque en 73, c'est après je ne sais plus quelle guerre israélo-arabe où tout le monde est à cran et nationaliste à mort, lui il défend une position anti-nationaliste. Alors, il faut arrêter ça. Frédéric, vous voulez intervenir, non ? Oui, parce qu'il est question d'ailleurs d'Abdulkader El-Janabi dans Les Hommes sans épaules numéro 46, là, qui vient de paraître, et une petite note de présentation, enfin une assez longue note d'ailleurs de présentation de Christophe Dauphin, qui présente le poète et puis qui propose ensuite des extraits de ses poèmes. Et alors c'est très intéressant parce que bien sûr il est question du fait qu'il se revendique athée, enfin en tout cas non musulman, il dit lui-même musulman moi impossible. Bon, ça c'est cité comme ça. Mais je pense que c'est plus complexe que ça. Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien toute cette tolérance qu'il a autour de lui, qui voit tous les dialogues qu'il peut instaurer avec d'autres personnalités qui sont très différentes du monde duquel il est issu. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que ils sont signalés des références à des poètes arabes très anciens. Notamment Al-Hallaj, un auteur libertin du siècle du Xe siècle. Hein. Donc toute cette tradition de la poésie arabe, j'y connais très peu, bien sûr. Même qui est en dehors de toute confession, c'est-à-dire qui se revendique bien sûr arabe, c'est avec une langue arabe, etc. Mais qui n'est pas une poésie confessionnelle du tout, et qui a d'ailleurs pu... je m'exprime de façon amateur, là, qui c'est des hérétiques, quoi. C'est une hérésie religieuse, en fait. Oui. Ils sont à l'intérieur de l'islam, mais ils sont complètement condamnés. Al-Hallaj, c'est un soufi. Ils sont anti-orthodoxes. Mais il y a des passerelles avec d'autres mystiques, notamment la mystique chrétienne ou la mystique juive, et ce n'est pas du tout quelque chose qui est contradictoire avec leurs propres approches. Ils cherchent tous les matériaux purs qu'on peut récupérer, justement, pour en faire quelque chose, pour en faire du présent et de l'avenir. Comment on peut réécrire l'histoire de l'islam, que ça n'aboutit pas à quelque chose de cauchemardesque. Et peut-être parler aussi du monde arabe avant l'islam aussi, peut-être, se reporter à la poésie anti-islamique. Je voudrais juste revenir un moment là-dessus, par rapport au surréalisme, parce que moi je trouve qu'ils intègrent parfaitement les valeurs et les préceptes du surréalisme, mais le contenu, c'est eux qui l'apportent. Et dans ce sens, ils renouvellent complètement. Moi j'ai été très très frappée de ça. Moi je dirais plutôt, c'est ce que... Oui, c'est vrai, mais c'est aussi ce que... Je suis très marquée de ça, il n'y a pas d'imitation. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout le même sens pour nous et pour eux, quoi. Parce que pour eux, c'est ce qui a été écrit en 24, fin de l'ère chrétienne, dans la Révolution surréaliste, on fait un collage très provocant. À l'époque, ça avait un sens par rapport à la puissance de l'Église, même en France, mais ça n'a plus de sens pour nous aujourd'hui. Mais pour eux, dans les années 70, lui, il vient d'Irak. En Irak, il a vécu, enfin, c'est ce qu'il raconte, à mi-mot, quoi, une phase de tolérance par rapport à la bohème, qu'il vit pleinement, la bohème poétique. Et puis il y a un parti laïque, le BAS, un parti nationaliste qui prend le pouvoir et qui très vite serre la vis et refait alliance avec l'obscurantisme religieux. Et c'est une censure, et pire qu'une censure. Il a je ne sais plus qui de sa famille, un cousin qui a été pendu par Saddam Hussein. Au début Marc Cobert, il reprend quand même des phrases de Benjamin Péret, qui est quand même daté historiquement par rapport à notre histoire à nous, quand il dit « Tant que les fantômes malveillants de la religion et de la patrie hanteront l'ère sociale et intellectuelle sous quelque déguisement qu'ils empruntent, aucune liberté ne sera concevable. Leur expulsion préalable est d'une des conditions capitales de l'avènement de la liberté. » C'est très courageux d'avoir signé. Oui. Mais il cite aussi Guy Debord qui dit il faut attaquer violemment et grossièrement la religion. Voilà, il cite ses mémoires. Donc pour lui c'est très important parce qu'on ne soupçonne pas, mais on le sait bien quand même, ne serait-ce que par les médias ou si vous avez voyagé dans les pays du Proche-Orient, c'est la puissance du diktat religieux, quoi. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que le contenu poétique est d'une richesse exceptionnelle et complètement originale. Il y a un renouvellement. Ça vous le reconnaît. Oui,
Oui, c'est pour ça que je disais que je regrette qu'Abdoul ne soit pas là, car j'aurais aimé pouvoir m'entretenir de ça avec lui. Voilà, parce que sur il y a des choses qu'on n'avait jamais entendues. Parce que là, on parle sur le plan idéologique, sur le plan sociologique et religieux, c'est une chose. Il y a une violente offensive qui est tout à fait légitime et nécessaire pour lui dans les années 70 dans le monde, par rapport au monde arabe, et qui peut se servir du surréalisme comme une arme, pas du tout anachronique, au contraire, tout à fait comme une ouverture actuelle. Aussi. Et puis il y a un autre pan, c'est l'esthétique. Et là aussi, il y a un travail considérable à faire par rapport à un côté ringard, conservateur, totalement démodé de la poésie arabe. Les matériaux sont là, les matériaux bruts sont là, et magnifiques. Mais c'est incompréhensible pour le monde arabe, ils ne savent pas. Et lui, avec quelques autres personnes comme Mounsi El Haj ou Georges Hénin, il va essayer d'introduire d'autres canons esthétiques, par exemple le poème en prose, par rapport à une poésie qui ressasse des recettes séculaires. Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé sur les événements Abdelkader El Janabi? Il n'intervient pas trop sur l'actualité. Je n'ai jamais entendu. C'est ça, je regrette énormément. Je pense qu'il prend des risques, il sait très bien qu'il prend des risques, mais il les prend. C'est-à-dire maintenant, il travaille énormément par rapport à des revues en ligne, des sites, et c'est là où il intervient, mais des sites. Je pense que c'est un autre moment de sa vie aussi maintenant. Qui passe par Londres, par ce qui se passe. Avant qu'on change un peu de rubrique et on va écouter légèrement de musique, je vous fais réfléchir sur une phrase de Voronka. Et qu'on va on va mettre ça sur l'actualité un petit peu parce qu'il s'est passé des choses dans Paris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce qu'on a vécu surtout le premier, pas ce samedi-là, mais l'autre. Est-ce que ça a été notre 6 février 34 ? On peut s'interroger comme ça. Vous savez ce qu'écrivait Anaïs Nin dans son journal intime le 6 février 34 ? Que tout allait bien, elle n'avait rien vu. Mais là, c'est difficile de ne pas voir. Donc l'intérêt du numéro de Les Hommes sans épaules, c'est ça, c'est que Christophe Dauphin arrive à être constamment ouvert sur quelque chose, de ne pas faire de la tour d'ivoire. Qui est quand même une absurdité quand on se réclame du surréalisme. Voilà. Je vais quand même vous lire, vous allez réfléchir, vous allez prendre vos risques. L'autocritique concerne sans trop de précision sa création, il parle de Voronka, dans le changement de 33-34, c'est-à-dire son activité avant-gardiste. Mais pour que l'autocritique passe, il faut que le postulant, Voronka, surenchérisse sur sa culpabilité, fût-elle imaginaire. Et Voronka déclare s'être débarrassé de... Alors, c'est pour vous, messieurs, et Frédéric Tison, vous débrouillez après, Madame Conabas et vous, Monsieur Gobert aussi. Déclare s'être débarrassé de la poésie précieuse et prétentieuse réservée à un nombre réduit de lecteurs et de la littérature réservée à quelques fils à papa pommadés et méprisants pour le reste de l'humanité. C'est-à-dire que Voronka, à un moment de sa vie, veut faire du populaire, du social, du populaire. Ça, c'est très. On y revient après. On n'est pas hors sujet. Hein. Monique. La cloche fêlée. Il est amer et doux pendant les nuits d'hiver, dégoûté près du feu qui palpite et qui fume, les souvenirs lointains lentement s'élever. Le bruit des carillons chante dans la brume. Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux, ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang sous un gratin de mort et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts.
Ouais, oui, mademoiselle Colline Abbas, merci au 01 43 71 89 40. Heureusement que Monique est là en cabine pour veiller à la bonne marche des opérations. Oui, le problème, c'est qu'on peut faire du texte, hein, effectivement, mais on est même mal armé, je suppose, qui meurt en 80, on me corrigera, en 98. Oui. L'affaire Dreyfus commence en 94, et il avance ça, il faut qu'il se positionne. Lorsque tout ça commence à monter, les surréalistes, dans les années 30, on s'aperçoit qu'il faut qu'ils se positionne aussi. On ne peut pas laisser le 6 février 34 ce qui s'est passé, et peut-être qu'on a vécu ça dans un état de neutralité. Hein. Et je sais qu'on a fait, après je vous laisse la parole, monsieur Frédéric Tison, on a fait, je sais qu'il y a un livre qui est paru, mademoiselle Colline Abbas, sur Gaza, et voilà, qui vous blesse quelque part, qui vous blesse, ou qui vous interpelle, ou etc. Ce qui est très intéressant par rapport à ces mouvements-là, moi ce qui m'intéresse énormément, c'est savoir à quel niveau se situe le grand écart. C'est-à-dire comment des gens sont partis d'un côté pour arriver de l'autre après. Comment le film est extrêmement ténu, et en particulier par rapport à l'antisémitisme, par exemple. Hein. On sait qu'il y a je ne sais pas si ça vous inspire, un Ramon Fernandez. Ramon Fernandez, c'est le... C'est le père de Dominique Fernandez, extrêmement brillant, socialiste, écrivant sur Proust, écrivain juif par excellence, et qui se retrouve un des intellectuels officiels de Doriot en 1934. Comment le grand écart a été fait. Je ne sais pas si le nom de Léo Mallet vous inspire, monsieur Cobert, poète absolument 36, écrit des poèmes surréalistes absolument remarquables. Il est trotskiste, il marche avec les surréalistes, et on le retrouve après franchouillard, antisémite, etc., raciste et tout. Comment ce grand écart se produit? Ils empruntent des voies perverses et presque insensibles. C'est un glissement qui donne les choses pour naturelles au bout d'un moment. C'est très bien fait, tout ça. Des montages comme ça. Drieux de La Rochelle, un être qui commence avec Aragon, les surréalistes et tout, finit quand même du côté de Doriot, quoi. Oui, et l'opinion les porte aussi. Mais les marasmes bien les portent. Je ne veux pas légitimer quoi que ce soit, mais chaque trajectoire individuelle est particulière. Tu vois. Les gens que tu viens de citer, on peut expliquer différentes raisons. Par exemple, Drieux, moi, parce que j'ai un souvenir d'avoir lu une analyse comme ça, disant que c'est vraiment intrinsèquement une autodestruction, une destruction de soi-même. Donc il se projette d'une manière qui est inconcevable dans une admiration pour le nazisme, mais qui est une autodestruction de ce qu'il était, même de ses valeurs à lui-même. Mais c'est avant tout contre lui qu'il en a, quoi. Mais ça c'est pas une explication, c'est pas une explication, ça. Oui, mais ça peut, si on s'interroge sur les trajectoires, comment expliquer ce grand écart soit on l'explique par une sorte d'infamie, quoi, d'une infamie humaine, une sorte de veulerie, de faiblesse. C'est ça, une faiblesse psychique, quoi. Oui, mais il y a des choix aussi. Non, mais est-ce qu'une faiblesse psychique implique qu'on puisse à un moment donné légitimer les chambres à gaz? Oui, il y a des choix. Il y a des choix qui se font. Voilà. Vous savez des contradictions. Vous savez que la mort de Drieux est terrifiante. Il tente de se suicider 3 ou 4 fois, il n'y arrive pas. Et comme il confond tout, il écrit même à Malraux, alors qu'il a collaboré, qu'il a été il a pris la NRF à Gide, etc. C'est vraiment le type le plus impliqué. Et il écrit à Malraux. Il sait que Malraux est en train de remonter avec son char vers l'est, comme ça. Il propose ses services à Malraux. Le type qui est pourtant un intellectuel, etc., ne fait aucune analyse de la situation. Il dit cette phrase extraordinaire que je cite à peu près de tête, et il dit ce qui m'a fasciné d'un côté, c'est-à-dire les nazis, me fascine de l'autre côté, c'est-à-dire Staline. Il est prêt à enjamber un monde stalinien. On arrive à ce que vous dites, c'est-à-dire c'est une déchirure interne, mais ça justifie absolument rien. Une fascination pour la violence. Et le pouvoir. Et le pouvoir, hein. De virilité agressive aussi. Voilà, je sais pas. Vous avez vu que Forisson est mort? Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que... Oui, c'est bien. Non, ça m'intéresse parce que Forisson était aussi un analyste de Rimbaud. Voilà ce que je voulais dire, le grand écart. Un grand spécialiste de la poésie. Enfin, mais quand on regarde, c'est des analyses qui ont été réfutées. Il a travaillé sur Lautréamont aussi. Mais qui a quand même été publié par Pauvert, c'est très surprenant. Et André Breton, qui est très lucide... La chasse spirituelle a été...
Et d'autres, avec lui, ont été fascinés par Faurisson. Le Faurisson analyste de Rimbaud, bien sûr. Et on lui doit la chasse spirituelle, Faurisson. C'est lui, non? C'est pas lui qui a été... Chasse spirituelle, c'est ce faux Rimbaud qui est apparu dans les années 60. Non, mais ça, il a été démasqué plutôt par Breton. C'est Breton qui l'a... Mais n'empêche pas que le grand écart est terrible. Il faut montrer à mort Rimbaud et mais quand on regarde dans le détail, c'était un professeur immonde. Enfin, d'après ce que j'ai lu, moi j'ai lu évidemment une présentation qui n'est pas en sa faveur. Mais comme professeur, atroce. Quoi. Non, peut-être que ce grand écart, il est dans l'air. Il y a quelque chose dans l'air qui se passe et c'est vraiment quelque chose de très, très, très ténu comme ça. Et tous ces gens, justement, qui opèrent ce passage et qui sentent des points d'appui, justement dans le courant de l'époque, chez les gens, partout. Et des points lumineux comme ça qui clignotent peu à peu. Ils sentent ces appels et que c'est le moment de s'ériger. Ils le sentent bien qu'ils sont soutenus. Pour il y a des points d'appui, ou alors ils font une table rase. Par exemple, le Faurisson, c'est ça, c'est le négationniste, mais par exemple, il nie toutes les analyses sur Rimbaud. Il disait à ses étudiants, il faut décaper, c'était la méthode Ajax. Il disait, on décape tout ce qui a été dit sur un texte, et on le prend au pied de la lettre, ce qui est écrit. C'est vrai, mais en même temps, du coup, on peut dire des insanités. Tu dis c'est un instinct autodestructeur, mais en même temps, c'est des gens qui se protègent beaucoup et qui ont un sacré instinct de conservation. Qui savent utiliser les institutions. Il y a ce paradoxe, autodestructeur, pas tant que ça. Avant de donner la parole à Frédéric Tison et à Odile Cohen-Abbas sur Il arrive au Ronca, puisqu'on parlait hors antenne, c'est samedi 1er novembre, c'était novembre. Décembre. Décembre, c'était notre 6 février 34 ou pas, à votre avis? Oui, moi j'ai pensé parce que j'étais en train de lire l'Humanité de 34. Et parce que je lisais un reportage de Paul Vaillant-Couturier sur l'Asie, quoi. Et brusquement, ce reportage disparaît, quoi. C'était Paris, Shanghai, Moscou, Paris. Puis tout d'un coup, il y a février 34. Et là, on voit le bouleversement dans les unes de l'Humanité, tout ça. Et c'était un événement effroyable, fabuleux, quoi. Et nous, finalement, les Gilets jaunes, on est absolument... Les médias sont saturés. Il suffit d'ouvrir une radio et tout de suite, on prend Gilets jaunes. Il y a des milliers d'analyses. Mais est-ce qu'on peut le comparer? Non, parce que est-ce qu'il y a eu une tentative de putsch d'extrême droite contre la démocratie ou contre le gouvernement? C'est pas sûr. Il y a une chose très intéressante qui est arrivée, après je vais prendre la parole, c'est la première fois qu'on voit ça, c'était en prime time, c'est comme ça qu'on dit, sur une chaîne, une grande chaîne. C'était un gilet jaune à qui on a demandé, mais qui vous mettez à la place du gouvernement? Il dit le général de Villiers. Général de Villiers vient à 19h, c'est-à-dire l'heure où tout le monde écoute, et c'est la première fois qu'on voit quelqu'un en direct faire un discours ouvertement fasciste, c'est-à-dire ouvertement digne, à la lettre près, parce que c'est quasiment ça, de ce que disait Mussolini, non pas nazi, mais fasciste, ce que disait Mussolini en 24. Oui. C'est-à-dire l'apologie du chef, etc. De l'ordre, parce que c'est la première fois. On est dans une telle phase de désordre qui a révélé tellement la fragilité de ce qui était affirmé avec plein de pompes disant on va faire ci, on va faire ça, on maintient le cap et tout ça. On voit la fragilité du pouvoir et du gouvernement et de notre démocratie. On voit des institutions. La première fois que c'est possible sans censure. La première fois que c'est possible sans censure. Pas sans censure, mais à une heure de grande écoute, quelqu'un sur Mussolini. Sur quel canal? C'était sur la 5, ou la 5, je crois. Le type est arrivé de 19h à 19h15. Il fait une démo. Mais vraiment, c'était 1924 et Mussolini. C'est admis dans le discours politique. Donc, c'est pas un hasard. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en Turquie avec Erdogan, qui, avec un portable, a réussi à reprendre le pouvoir, quoi, d'une manière incroyable, quoi. Donc, même sans prime time, tout est possible parce qu'on est dans une situation d'instabilité énorme. Et on va voir ce qui se passe dans les jours suivants. Mais oui, c'est pas à prendre à la légère, évidemment. Et tout est possible. Frédéric Tison, il ne s'agit pas de vous complaire le 2 juillet, je crois, avec des jeunes filles au micro de Radio Libertaire en parlant de Silène, publié aux éditions de l'Harmattan, quand même. Hein. Non, on y reviendra tout à l'heure. Bravo. Bravo Frédéric. Par contre, pour vous faire un peu pardonner, vous avez quand même un peu travaillé Il arrive au Ronca. Absolument, mais je trouve que c'est à l'eau. Si nous parlons depuis tout à l'heure d'Il arrive au Ronca, c'est parce que vient de paraître aux éditions Les Hommes sans épaules un fort volume qui rassemble donc sa poésie et des pages de son journal, des pages inédites. Alors, Il arrive au Ronca, c'est un poète qui est né en Roumanie en 1903.
et qui est mort à Paris en 1946, donc à l'âge de 42 ans, en se suicidant au gaz. Alors c'est pas très... C'est triste évidemment de le présenter ainsi, sauf que son parcours est beaucoup moins noir que cela. Donc il passe sa jeunesse en Roumanie, il rencontre des écrivains tels que Tristan Tzara, Arsernet, Fondan, Brunner, Herold, toute la bande en fait, avec une bande avec laquelle il fonde des revues. Revue d'avant-garde. Des revues d'avant-garde et qui se réclament donc du futurisme, de Dada, du constructivisme. Mais lui, il trouve un autre terme, il veut fusionner un peu tout cela, il dit qu'il faut un peu rassembler en quelque sorte et il donne le terme d'intégralisme. Alors l'intégralisme, c'est une forme de synthèse pour lui, mais au fond, le point commun entre toutes ces aventures d'avant-garde, c'est que pour eux, pour ces écrivains et ces artistes, l'art doit accompagner l'homme dans sa vie. L'art n'est pas détaché de la vie du tout. Au contraire, ça doit l'accompagner au travail, au chant, dans la rue, dans l'amour, partout. Il n'y a pas de séparation. L'architecture, bien sûr, et l'art doit accompagner la vie. C'est-à-dire, il faut mettre de l'art une partout. Révolution qui s'opère partout. Ce qu'on retrouvera aussi dans le surréalisme, bien sûr. Alors, à la fin des années 20, il y a un mouvement qui prend le pouvoir en Roumanie, qu'on appellera ensuite, ou pendant d'ailleurs, la garde de fer. C'est un mouvement nationaliste antisémite, enfin bon, voilà. Et avec beaucoup de ses compatriotes, il décide de s'exiler, notamment à Paris. Donc il arrive à Paris en 1933. Ils sont tous essentiellement juifs, oui, alors voilà, c'est ça, ils sont d'origine, bien sûr, c'est ça que j'ai oublié de préciser, c'est qu'ils sont d'origine de familles juives, bien sûr. En Roumanie, les juifs avaient quand même un statut particulier, ils n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Et puis ils sentaient monter quelque chose... un état de frustration. Ça, c'est très intéressant, parce qu'ils l'ont senti monter. Oui, mais il faut dire, oui, bien sûr. Il y avait des écrits qui circulaient, qui étaient, puis bon, une presse aussi qui était quand même aux ordres de ce genre de mouvement. C'est contraint qu'ils s'en vont, on les force, encore une fois. On les oblige à partir. On les oblige à partir. Ils anticipent les événements. Il fallait partir, oui. Et quand il arrive... Sans s'attarder là-dessus, d'ailleurs. Ils ne vont pas développer ça. Ils vont tout de suite dans ce qu'ils ont à faire. Ils ont aussi une image de la France qui est un pays donc d'accueil, d'exil, puis aussi un pays dont la langue serait la plus proche. Ce qui est intéressant aussi chez Voronka, c'est qu'il a deux langues. Voilà. Dès sa jeunesse, il apprend le français, il fait des études de littérature en français, et donc il écrit tout à fait correctement le français, aussi bien que vous et moi. Et quand il arrive à Paris, il rencontre toutes sortes d'écrivains qui remarque sa poésie, qui le publie tout de suite. Il est publié dans les Cahiers du Sud très rapidement. Et on commence une belle carrière de poète, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il est vraiment apprécié et lu. Malheureusement, donc il retourne de temps en temps en Roumanie. Il est marié, mais il tombe amoureux d'une femme avec laquelle il part. Et on sait qu'il se suicidera en 1946, mais le journal qui est publié là donne à nouveau l'éclairage en fait sur cela, parce qu'on c'est très brutal, il n'annonce à personne. Parce que, il fait partie de ces gens qui ont réussi à vaincre la guerre, à vaincre les tourments de la guerre, et qui se suicident une fois que la guerre est finie. Ouais. Ça, c'est très curieux, ça. Ouais. Moi, j'ai pensé, vous savez, dans la tradition juive, et notamment dans le Zohar, qui est le livre de la splendeur, il y a 3 formes de colère, et c'est une forme de colère décroissante. Alors, il est dit que l'homme, quand il est en colère, d'abord il crie, ensuite il prie, et enfin il chante. Alors c'est le parcours, à mon avis, de Voronka, sauf que son chant se brise brutalement. On ignorait la raison. Est-ce que tu penses que sa mort pourrait faire partie de ce chant, Frédéric ? C'est possible. N'est-ce pas ? Que la mort soit un prolongement du chant. Oui, il y a une histoire d'amour blessé derrière. Oui, primordial. Bien sûr. On a trouvé un peu trop réducteur, justement, de réduire la mort de Voronka à cette blessure d'amour. Mais c'est pas sûr. Et pourtant, mais voilà, moi je pense. Puisque vous collaborez tous les deux à cette mauvaise revue qui s'appelle Les Hommes sans épaules, et c'est pour ça que je regrette l'absence de Christophe Dauphin, parce que lui, il aurait pu très bien me répondre, bien mieux que vous, je suppose. Est-ce que Voronka, c'est pas l'exemple type de la sensibilité des hommes sans épaules, c'est-à-dire en fin de compte le chant, ce chant latent? Est-ce que c'est pas l'exemple type
de l'homme sans épaules, bien plus que Patrice Coda, bien plus que quelqu'un comme ça. Exemple type, à mon avis, alors bien sûr, c'est un exemple, mais les hommes sans épaules sont pluriels. Et ce que je dis, c'est bien l'exemple au niveau de la sensibilité. Ah oui, mais ça, vous n'allez pas vous en tirer, ça, je pense pas. Là, vous n'allez pas vous en tirer. C'est vrai, dans la mesure où dans les hommes sans épaules, c'est une espèce de complétude. Elle vient à votre défense. Non, c'est des poètes complets. Qui sont tout, où il y a cette dimension sensible, affective, émotionnelle, la douleur, la joie, la vie, la mort, voilà, on en passe par toutes les phases de l'existence. C'est des gens qui sont tellement engagés dans une telle intégrité que oui, toutes les valeurs de la vie sont en jeu et en cause, perpétuellement. Donc on est toujours un peu dans des extrêmes, hein, et on est toujours un peu des êtres menacés, n'est-ce pas? Mais ce que je voulais dire sur Voronka, parce que vous m'avez interrompu. C'est pas la première fois. Mais ça, j'espère la dernière. Et ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on a trouvé réducteur d'interpréter sa mort comme à cause de cette blessure d'amour. Mais c'est essentiel chez Voronka. Il naît d'une femme qui est une femme extrêmement dépressive, qui pleure tout le temps, et qui de surcroît l'abandonne quand il a 20 ans. Il dit « Je n'ai jamais été moi-même » dans un de ses poèmes. « Je n'ai jamais été qu'une partie de ma mère, une partie de la douleur de ma mère. » C'est-à-dire qu'il investit la femme, et la femme aimée, au même titre que la vie. Elle a un pouvoir de vie et de mort sur lui. Dans ses amours, les premières amours avec Colomba, qui sont complètement fusionnelles et quelque chose qui le comble complètement, n'est-ce pas? Il est très heureux, il est productif et sa poésie d'ailleurs se charge d'images. J'ai remarqué chez Voronka aussi, quand il est bien, quand il est équilibré, quand il est au meilleur de sa forme, c'est une poésie très imagée. Quand les images se retirent et qu'il n'y a plus que le fil du mot, c'est ces états dépressifs. Hein, il y a une espèce d'osmose comme ça entre l'image et le son et la phrase, et quand ça va plus, les images se retirent de son âme, de son corps, de sa vie et du monde, n'est-ce pas? Et bien moi je trouve que cette Rovenda, n'est-ce pas, qui se comporte d'une façon absolument ignoble avec lui, mais il le dit, il n'arrête pas de le dire qu'il va mourir de ça. Il n'arrête pas de le dire, il fait une première tentative de suicide, elle est là, elle dort dans la chambre à côté. Comment s'appelle son dernier livre C'est pas le petit manuel du bonheur? Oui, le parfait du parfait bonheur. Oui, du parfait bonheur. C'est quelqu'un qui recherche ce bonheur. Mais tout allait bien dans sa vie. Tout allait bien, au contraire. Il écrit ce manuel du bonheur. Il a quelque chose d'essentiel à transmettre aux hommes. C'est un homme de la communauté et de l'amour, de la communauté, des hommes. Tout va bien. Elle lui cause cette blessure, cette hémorragie. Il ne peut pas s'en remettre. Moi, je crois qu'on peut mourir d'amour. Et cette Rovenda, elle est ignoble avec lui. Donc, première tentative, laissez-moi dire ça. Première tentative de suicide. Hein, elle est à côté, elle dort, elle sent l'odeur de gaz, il se réveille, et lui, c'est pas de l'exhibitionner, il est comme ça, il en peut plus, il est au bord de mourir, il est engagé dans cette mort. Elle lui dit, tu es un comédien, tu es un mystificateur, ton cirque, ça m'intéresse pas, qu'est-ce que c'est la plus grande douleur au monde? C'est le déni de la douleur de l'autre. Il en est là avec Rovenda qui représente tout pour elle. Mais je voulais dire justement, parce que j'ai amené Nadja avec moi, c'est tout après, Julien. Je voulais dire c'est pas possible, Odile. Si, je ne sais pas. Et je veux dire simplement, mais dans Nadja, à la fin, il dit pas autre chose, hein, Breton. Il dit pas autre chose. Cette totalité de l'amour, cet engagement, quand il est avec elle, tu sais, sur l'autoroute à la fin, là, hein, et qu'il conduit, n'est-ce pas? Et qu'elle met le pied sur l'accélérateur, sur son pied sur l'accélérateur, et qu'elle veut lui mettre une main sur les yeux. Et l'entraîner dans la mort, pour cet absolu de l'amour, justement. Hein? On le dit, on peut mourir d'amour. On n'a pas étudié ce qu'on a étudié, on n'a pas été initié par les sans penser qu'effectivement, c'est pas seulement une plaisanterie, une théorie. Je me souvenais pas que André Breton avait pris l'autoroute. Pas du tout. Ah bon, je voulais que je le dise. Non, mais tu dois avoir raison. Écoutez ce que vous faites, Odile. J'ai 2 mots à dire à Frédéric Tison, et vous me cherchez ça. Frédéric Tison, voilà. Ce qui est intéressant, on va les laisser ensemble, d'accord? Ce qui est intéressant chez Voronka, justement, par rapport aux hommes sans épaules, c'est qu'il part de l'avant-garde, où il détruit le langage, il y a une destruction du langage, et sa forme il finit dans un lyrisme extrêmement classique. C'est quasi classique, voilà. La façon dont il écrit. C'est ça que je veux dire. C'est très, oui, absolument, parce que quand il faisait de la pictopoésie dans sa revue, c'était avec des tentatives tout à fait étonnantes de présentation, avec des couleurs, une typographie tout à fait étonnante qu'on observait. Moi, j'ai pu voir des facsimilés comme ça qui circulent, et il en arrive, comme vous le dites si bien, à une expression quasi classique, avec des vers parfois presque des alexandrins rimés, hein, un lyrisme torrentiel, et tout cela entrecoupé parce que ce qui est très beau à remarquer, c'est que sa poésie se déploie de façon presque narrative. C'est-à-dire que
ces poèmes qui sont très longs sont entrecoupés de prose. Très bon terme. Par exemple, chez Les Hommes sans épaules, il y a rarement d'abstraction. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah oui. Le narratif, c'est pour ça, à mon avis, que Les Hommes sans épaules sont les héritiers aussi du constructivisme, du surréalisme, de Dada. Parce qu'il y a toujours, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, l'art n'est pas séparé de la vie. Guy Chambellan, qui tenait la boutique rue Racine avant, jusqu'à sa mort, disait effectivement qu'il aimait la poésie dite narrative. Mais oui. Et on trouve ça chez Veronka. Oui. Vous avez trouvé les deux là. Oui, on a trouvé les deux. Tu voulais Monsieur Cobert. Marc Cobert a eu le temps de se convaincre. Non. Lisez-moi le passage vite fait, Monsieur Cobert. J'avais mal entendu en fait. C'est beau, hein. Ouais. Un soir que je conduisais une automobile sur la route de Versailles à Paris, une femme à mon côté, qui était Nadja, mais qui eût pu, n'est-ce pas, être tout autre, et même tel autre, son pied maintenant le mien pressé sur l'accélérateur, ses mains cherchant à se poser sur mes yeux dans l'oubli que procure un baiser sans fin, voulait que nous n'existassions plus, sans doute à tout jamais, que l'un pour l'autre, qu'ainsi à toute allure, nous nous portassions à la rencontre des beaux arbres. Quelle épreuve pour l'amour, en effet. Inutile d'ajouter que je n'accédais pas à ce désir. Parce que sa vie ne lui permettait pas à ce moment-là, il revient après. On sait où j'en étais alors, où, à ma connaissance, j'en ai presque toujours été avec Nadja. Je ne lui sais pas moins gré de m'avoir révélé de façon terriblement saisissante à quoi une reconnaissance commune de l'amour nous eût engagés à ce moment. Je me sens de moins en moins capable de résister à pareille tentation, dans tous les cas, etc. N'empêche, c'était une vérification de la mémoire de Madame Moselle Cohen-Abbas, qui des fois a des trous. N'empêche, je ne sais pas si vous avez vu ça. Marc Cobert, je ne sais pas si vous avez vu son sens perpétuel, avant qu'on écoute un brin de musique de l'exagération. On est passé de la route à l'autoroute. Mais c'était plus fort, quoi, parce que on roule à 130 sur notre route. Et je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher. Et je ferai de ta paupière pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance, sur tes pleurs salés nagera. Léotontimérouménos, 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 comme un vaisseau qui prend le large et dans mon cœur qui sonneront. Tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord. Léotontimérouménos, 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 Léotontimérouménos. Elle est dans ma voix la criarde, c'est tout mon sens au poisson noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie, le couteau, je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue et la victime et les bourreaux. Léotontimérouménos, 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 Léotontimérouménos. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamné, qui ne peuvent plus sourire. Léotontimérouménos, 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 Ce qui nous accompagne depuis tout à l'heure, c'est Léo Ferré, Les Fleurs du Mal. C'est pas fait en studio, ça a été repris après sa mort. C'est des bandes qu'il a fait, c'est absolument superbe. Il est seul au piano. Voilà. C'est Ferré, je ne sais pas ce que vous en pensez. Magnifique. C'est toujours magnifique. Ferré. Et petite parenthèse, avant qu'on vienne au sujet, là je suis en train de relire pour ma part Les Paradis artificiels, Baudelaire. Il n'y a pas un filou spirituel plus grand que Baudelaire. Dans ces paradis artificiels, il fait une distinction entre le hashish. Alors le hashish, ça vous rend l'âme noble, vous flottez, etc. Et le pinard. Et le pinard, qu'est-ce que fait le pinard? Il aide le prolétaire à travailler.
Et c'est quasiment la conclusion de Baudelaire par rapport au vin. Lui qui n'a jamais tenu un marteau ou n'importe quoi de son existence, il déduit que le hashish, ça aide à flotter, et le pinard, ça aide le prolétaire à travailler. C'est magnifique, non? Quand on connaît Baudelaire. Bon, monsieur Tison, est-ce que vous avez lu ça? Parce que même là-bas, c'est aussi commis des choses qu'il ne faut pas commettre. Elle a commis. Alors, Long feu aux fontaines. Avant que vous commenciez, moi, j'ai cru comprendre quelque chose. Parce que là, j'attaque un petit peu tellement je vous trouve insupportable, mademoiselle. Je ne vais pas vous épargner. J'ai cru comprendre. Alors, vous allez me dire ou pas quelque chose, et puis vous pouvez intervenir, Frédéric. J'ai cru comprendre qu'au départ, initialement, c'est pareil, le livre aurait dû s'intituler « Le ministère des Verges ». Et pourquoi l'avez-vous compris, Gilles ? Attendez, parce que c'est le premier, c'est marqué le ministère des Verges. Et je me suis demandé si c'est pas vous ou l'éditeur, la moralité de notre éditeur chéri des Hommes sans épaules, qui n'avait pas préféré apaiser la morale avec un long feu aux fontaines, qui est un oxymore classique, ou plutôt que c'est très beau, mais plutôt que de choquer et de risquer de mettre en état de direction permanent avec le ministère des Verges. Je vous en prie, avec ça. Je préférais le ministère des Verges. Oui, moi aussi. Très bien. Voilà. Dit aussi. Nous avons un Turgescent avec nous. Tout à fait. Mais bon, comme vous le savez tous, c'est un ensemble de plusieurs recueils. Et il y a une convention qui veut qu'on peut mettre le titre d'un des recueils en titre générique. Hein. Mais comme il avait été vraiment utilisé, etc., Monsieur Christophe Dauphin, mon cher Monsieur Christophe Dauphin, m'a demandé, m'a suggéré qu'il serait mieux d'avoir un nouveau titre. Et je le trouve assez remarquable pour y avoir travaillé de longs jours. Parce que vous ne savez pas à quoi vous avez échappé. Hein, les autres titres, c'était des catastrophes. Alors, vous l'avez lu ou pas? Est-ce que vous avez été jusque-là? Oui, je l'ai lu tranquillement. Mes condoléances, Frédéric. Non, mais j'en avais déjà lu quelques-uns, puisque j'avais déjà lu quelques-uns des livres qui le composent. Hein. Donc il y a 6 livres, 3 livres qui ont déjà été publiés auparavant, et puis 3 autres qui sont des inédits, qui figurent donc chronologiquement dans l'ouvrage. Alors le titre, moi j'y reviens juste un instant. On peut parler donc long feu aux fontaines, on peut parler d'un oxymore bien sûr, mais on peut penser aussi que long feu parle de la durée. Alors, moi, je ne sais pas. Hein, je sais qu'il faut toujours penser à cela chez Odile, à mon avis. Et le feu, c'est la vie aussi. Oui, de toute façon, le feu, bien entendu. Ce serait quand même un oxymore. Hein. Bien sûr. Et les fontaines très érotiques, vous aurez bien entendu tout ça. Donc, mais laissez passer chez Odile Cohen-Abbas, ce qu'on observe, c'est vraiment un sens tout à fait étonnant de l'image, hein, des images qui s'entrechoquent comme cela, qui surgissent. Alors, on pourrait imaginer un grand palais, parfois éclairé, parfois sombre. On y circulerait et tantôt on ouvrirait une porte et on verrait une scène effrayante. On referme la porte, par exemple, on en rouvre une autre, et là on découvre des scènes d'un onirisme beaucoup plus enchanteur. Et ce qu'on peut, à mon avis, d'abord ressentir dans la poésie d'Odile Cohen-Abbas, c'est le sentiment du corps à travers le langage. Hein. C'est-à-dire que c'est un corps, et un corps qui aime, qui souffre, bien sûr, et qui danse. Hein. Alors, n'oublions pas qu'Odile a une carrière de danseuse. Hein. Ça ne doit pas être étranger à cette façon d'écrire qui suppose, encore une fois, que le langage se plie aussi au mouvement du corps. Alors, et un mouvement qui n'est pas toujours un mouvement, de danse classique, hein, qui peut être aussi une danse heurtée, une danse interrompue, une danse douce, une danse plus brutale. Hein, donc on peut le voir comme ça. Je peux parler, cher Jean. En toute chose... Chez vous, cher Odile. En toute chose, et surtout dans l'écriture, et ça touche le corps autant que l'esprit, ou la sensibilité, le cœur, je cherche ma liberté. Je cherche la plus grande liberté possible. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension du corps, parce que les années danse sont encore là, parce que les années danse m'ont formé, m'ont forgé, hein, et que j'ai exploité le corps dans toutes ses merveilles, avec les méthodes les plus difficiles, les plus rudes, cette rigueur de la danse classique, tout le monde la connaît, hein, mais quelle liberté. Et justement, je disais, je redis encore, là, pour moi, la poésie, je la compare à la danse classique, ou à la danse en général, ou à la musique. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré de pratique, de technicité, hein, il faut oublier la technique.
Hein. Donc, qu'est-ce qui nous donne à nous, poètes, l'équivalent de la technique? C'est la pratique de la lecture, la pratique de l'écriture. Et je crois qu'au bout d'un certain nombre d'années de cette pratique, on a acquis une technique. Ayant acquis cette technique, il faut justement accéder à ce qui pourrait être en danse ou en musique l'improvisation ou le renouvellement. En tout cas, accéder à une forme de liberté et libérer toutes les tensions. Parce que si on n'accepte pas cette jubilation, à cette espèce de transe, d'orgasme de l'écriture, ça ne vaut pas la peine. Il faut cette liberté. Moi, je la cherche et je la cherche perpétuellement. Et si je la manque, je suis désolée. Donc oui, liberté d'esprit et liberté du corps. Je dis, oublions la technique, oublions les mots, oublions la syntaxe, oublions les poètes, les poèmes, tout ce que nous avons appris, et trouvons, accédons à cette liberté. C'est là que l'écriture commence. Mais ayant beaucoup étudié auparavant. Pas la spontanéité comme ça, sauvage, sans fondement. Ayant beaucoup appris, je crois qu'on peut beaucoup se libérer. Voilà. Vous voulez intervenir, M. Cobert? C'est bien, M. Cobert veut intervenir, c'est bien. Lui, il arrive à vous interrompre et pas moi, c'est une seule différence. Parce que Odile était arrivé au terme de son développement. Je vous en prie, vous êtes très poli, très courtois, monsieur. Mais je vais être impoli parce que je n'ai pas lu encore, il est encore sous cellophane ce livre chez moi, mais par contre j'ai lu les récits d'Odile et je suis fier d'affirmer que ce sont des livres, alors, les lisant, les relisant peut-être, je les comprendrai, mais je ne les comprends pas. Et c'est un compliment de ma part, c'est-à-dire parce que ça dépasse l'entendement. C'est très bien. Elle va très très loin. Alors c'est peut-être ça que tu veux dire par liberté. Je ne sais pas en poésie proprement dit ce que ça donne, mais sur le plan narratif, ça décolle complètement du réel. D'où on t'a classé d'une manière assez amusante comme une romancière surréaliste la plus actuelle, quoi. Mais moi je voulais simplement lire une petite note de page 37 du livre de Jeanne Aby, La désir libertaire, et on verra le rapport avec Odile éventuellement. Alors après avoir décidé d'utiliser le mot libertaire dans le titre, j'ai voulu trouver un équivalent dans les dictionnaires arabes. Alors à partir du mot, je prononce mal l'arabe, mais abaha, donner la liberté de faire, je suis tombé sur le mot ibaïya, désignant entre guillemets un groupe particulier. Cette acception connaît très peu d'occurrences et seulement avec un sens pornographique dans la langue courante. En arabe, la langue populaire développe maintes métaphores à caractère sexuel pour exprimer son rapport à la société. J'aimerais bien les connaître d'ailleurs. C'est très beau. Et ce malentendu, alors là c'est ça où c'est assez drôle, ce malentendu sur le sens d'ibaïya éloigna de nous de nombreuses poétesses. Voilà, c'est tout ce que je fais. Non, c'est très bien. Mais je vois qu'Odile s'est rapprochée de désir libertaire par l'esprit. Pour revenir à l'incompréhensible ou à l'illisible, c'est le phénomène que vous lisez une chose, vous y comprenez absolument rien, et 10 ans plus tard, vous apercevez que vous l'avez enregistrée, vous la comprenez. Parce que si on puise dans les choses très très profondes, vous lisez Mallarmé, c'est difficile à saisir, et puis c'est très clair. Oui, on peut le lire avec des notes simples. Mais c'est bien le travail que vous avez fait sur le désir libertaire, M. Cobert. C'est dommage que vous n'ayez pas que vous ayez rameuté un Guy Flandre ou un Alain Joubert. Il aurait mieux fait de faire une parenthèse par Jimmy Gladiator, qui par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, a fait un très beau livre qui s'intitule Le voyage de Houille à Tourcarème. Où il a été témoigné de ce qui se passait en Palestine. C'est aux éditions Abirato, et ça c'était très intéressant. Et son voyage est un peu parallèle à celui d'Abdulkader Al-Janabi quelque part, par rapport aux revues La Crécelle Noire et autres. Le temps tourne. Écoutez, je vais juste dire une petite chose. C'est pas possible, Odile. Je vous en prie. Ça va à peine se sentir. Je vous en prie. C'est à propos de revenir au journal inédit, là, signaler les textes remarquables sur Voronka de Christophe Dauphin, de Ionesco, de Guy Chambellan, de Tzara. Tous les textes après le journal sont exceptionnels. Tous, d'une égalité, vraiment, ils sont tous éminents. Très beau texte. Petite parenthèse aussi, que ces gens-là, Ionesco, Claude Cernet, Voronka, on fera une petite aparté sur Gerasim Luka après, sont des gens qui sont passés parfaitement du roumain au français, c'est-à-dire l'exil de la langue. Ce sont des gens qui travaillent en 2 langues. Quel exil mental ça doit... Alors que l'exploit, ça a été Gerasim Luka, qui lui a fini par des onomatopées.
comme ça. Alors qu'au lieu de choisir ce chemin, le chemin vers le lyrique, alors qu'il se connaissait parfaitement. Et oui, mais Sioran, par exemple, a eu un itinéraire semblable, sauf que lui, il aboutit à une écriture aphoristique et un peu sèche, mais d'un classicisme parfait, d'un classicisme, de celui de Chamfort ou de La Rochefoucauld, voilà, alors que lui-même était roumain et qu'il il a abandonné, il a voulu écrire en français et il s'est approprié totalement la langue, de telle sorte qu'on n'imagine pas du tout qu'il ait pu l'apprendre autrement que... Mais c'est ce que dit Georges Hénin, il n'y a pas d'exilés dans la langue, il n'y a pas d'étrangers en littérature. Voilà, il cite les Roumains, justement. Je crois que c'est Sioran qui dit que la seule patrie valable, c'est de la langue. Je crois que c'est ça. Et si juste une seule chose qui récapitule à propos justement d'Odile aussi, parce que je voudrais quand même dire que ce soit d'ailleurs Voronka, donc dans la langue, Sioran dans la langue, ou Odile avec aussi le matériau est perçu, qui est la langue, est perçu comme justement un matériau. Les mots sont vus comme des objets aussi. Et ça remonte à une tradition très ancienne, que ce soit les troubadours pour notre culture occidentale, mais bien avant encore, avec les Grecs, c'était comme ça. Les mots sont un matériau dans lequel on va puiser et qu'on va considérer aussi comme justement des objets matériels. Et une échelle aussi. Voilà. C'est pour ça il peut y avoir des énigmes qui se glissent. À condition que cette langue ne soit pas confisquée sacralisée. Non, bien sûr, mais par exemple chez Mallarmé, chez Mallarmé, il y a cet aspect-là aussi. Il y a cet aspect de considérer donc le langage comme quelque chose de matériel, qu'on construit un objet, et donc bien sûr, ça aboutit à on a des suites de pierres qui Je crois que les silènes vous ont perverti, monsieur. Petite parenthèse, on parlait de la garde de fer roumaine tout à l'heure. Là. Il y a des lois qui ont été promulguées en Hongrie actuellement, qui sont quasiment des lois dignes de l'Allemagne de 33-34, où on n'accepte plus qu'il y ait des sans-papiers dans la rue, des SDF. On les fout en tôle, on leur confisque leurs papiers, on leur brûle leurs affaires. Donc, comme on dit, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye, mais des fois, c'est des drôles de bégaiements. Bon, alors, c'est qu'on en est, là, vous n'allez pas vous en tirer, il nous reste 5 minutes, et après, avant qu'on rappelle tout ça, vous l'avez lu, selon Silène, là, ce livre, il glorifie Alors, on sait qu'on en est cette recherche dans le Silène. Vous l'avez fini, cette recherche effrénée de votre Silène? J'aurais de quoi rajouter une bonne centaine de pages, maintenant que j'ai fait d'autres recherches, mais bon, après tout, il y aura peut-être un Silène 2, selon Silène 2. C'est inépuisable. Il y a des choses que j'ai découvert ensuite, par exemple en lisant Pausanias, la description de la Grèce, c'est vraiment inépuisable et on retrouve encore des allusions, des choses comme ça. Et je pourrais affiner certains passages, certainement, ajouter des références et bien sûr... Silène sur les vases attiques et dans la statuaire antique est un être de mouvement, à l'instar de tous les satyres. Funambule, acrobate, battleur, il jongle avec des coupes, des jarres, des torches, il joue de tous les instruments, crotale, flûte, sitar, scabellum, sorte de castagnette actionnée par le pied, tambourin, et il connaît toutes les danses. De même, il connaît tous les métiers. Il est athlète, guerrier, mercenaire, il cueille le raisin et le foule dans les cuves, les crasse sous le pressoir. Il est pêcheur, portefeuille, potier, bûcheron, cuisinier et chanson. Il lave du linge, passe le balai, il tient l'ombrelle d'une dame. Avec humour, les artistes le peignent occupé à toutes les tâches domestiques de la vie. Aujourd'hui, il le montrerait déménageur, plombier, réparateur de câbles électriques, repassant le linge, passant l'aspirateur, faisant ses courses au marché du coin. Il serait un sportif, un cascadeur, un champion de boxe parodié. De là, ses postures infiniment variées. Silène est debout, assis, couché, agenouillé, accroupi à 4 pattes. Il court, bondit, gambale, s'enfuit et il passe même sur Radio Liberté à 89.4 au 01 43 71 89 40. Silène est partout, on en rencontre beaucoup. Partout, voilà. Et j'ai voulu faire ce parallèle avec aujourd'hui, parce que, encore une fois, tout ce qui est contemporain n'est pas étranger à ce livre. Hein. On voit des silènes, que ce soit ceux dont je parle là, c'est ceux qui viennent d'être évoqués ici, mais plus tristement aussi, par rapport à toute la misère qu'on peut observer dans la rue. On en a parlé la dernière fois. C'est une composition avec plusieurs chants aussi, qui s'entrechoquent, qui sortent, que tu crées des confrontations entre eux, ça donne des étincelles. Mais parce que le personnage du satyre, et en particulier Silène, a vraiment des choses à nous dire qui sont tout à fait curieuses. Tu voulais lui donner la vie. Mais absolument, oui. Et c'est lui qui a inventé le vin? Non, ça c'est Dionysos. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une grappe de raisin, il l'a pressé contre son... C'est vrai ou pas? Je voulais vous demander, c'est vrai cette histoire ou pas? C'est certainement vrai, bien entendu. D'accord. Il l'a pressé où?
C'est bien. Alors, il va vous raconter comment on invente le vin. On invente le vin en cueillant des grappes, en le pressant, et puis en se rendant compte que justement son absorption suscite l'ivresse. C'est un processus qui date de très. Vous avez essayé de faire ça, vous, quand vous achetez du vin chez l'épicier du coin? Non, je préfère l'acheter directement chez je vous remercie, c'était un plaisir de vous avoir. On regrette que Christophe Defin ne soit pas là. On lui dit bonjour, bye bye. D'accord, j'espère qu'il a vendu beaucoup d'Hommes sans épaules au rond-point de sa ville là-bas. Donc, Le désir libertaire, Marc, vous avez fait la préface, c'est où ça? Alors, c'est aux éditions de la Symétrie, rue Fabre-d'Églantine à Toulouse. Mais je pense que c'est disponible. Incontournable poétiquement et politiquement, c'est la grande expérience peut-être des années 75, 73, 75. Et on le trouve à Publico, 145 rue Amelot, bien sûr. Selon Silem, malheureusement, l'Harmattan. Voilà. Pourquoi malheureusement? Non, je ne sais pas si vous pervertissez les jeunes filles. Bon, voilà. Frédéric Tison, étude sur la figure du satyre Silène, compagnon de Dionysos. Voilà, ça, je vous recommence. Alors, les hommes sans épaules. Odile Cohen-Abad, vous voulez nous parler de Bernard Heinrich, on n'a pas eu le temps. Ça vous avait beaucoup plu, on n'a pas eu le temps de le faire. Ce sera pour la prochaine fois. Donc c'est le numéro 46, on trouve à Rabal, on trouve Il arrive au Ronca et tout ça. Et puis bien sûr le journal inédit suivi de Beauté du Monde, poème de 40 à 46, Il arrive au Ronca. Et pour finir, Longue feu aux fontaines, d'Odile Cohen-Abad, tout ça c'est aux hommes sans épaules. Et puis je vous rappelle effectivement la revue Empreinte, là c'est toute la collection qu'il faut se produire. On remercie...